Bonjour et bienvenue dans le podcast Le Reflet des Contes, le premier podcast qui relie contes et développement personnel. Je m'appelle Galina Kojanova, je suis auteure, conteuse et master coach certifié. Chaque épisode va se dérouler en 3 temps. Immersion, analyse, action. D'abord immersion. Je vais lire un conte. C'est un moment où on va voyager dans un autre espace-temps et repousser les limites de notre monde réel. Ensuite, analyse. On va analyser le conte, repérer ses clés, symboles et messages cachés. Et pour finir, action. Je te proposerai quelques exercices et des idées de réflexion en lien avec le conte. Aujourd'hui, je te propose un conte qui s'appelle Frérot et Sœurette. Il y a plusieurs versions de ce conte. Chez les frères Grimm, ce conte s'appelle Petit frère et petite sœur. Il y a aussi une version slave qui s'appelle Alionushka et Ivanushka. Alionushka, c'est le prénom diminutif de la sœur et Ivanushka du frère. Aujourd'hui, j'ai choisi la version de ce conte écrite par Alexandre Afanassiev, un folkloriste russe du XIXe siècle. Donc, sans plus tarder, Frérot et Sœurette. Tu es bien installé ? Alors écoute. Il était une fois un frère et une sœur. Leurs parents étaient morts depuis longtemps, ils étaient seuls au monde. Ils travaillaient dur dans les champs pour pouvoir manger. Un jour, en été, ils étaient au travail et il faisait très chaud. Le soleil était haut, le puits était loin, la chaleur cruelle, la sueur ruisselle. Le petit frère aperçut un étang et dit à sa sœur : « Sœurette, j'ai soif, puis-je boire de l'eau dans cet étang ? » ?»« Attends un peu, petit frère, nous irons à un puits tout à l'heure. » Mais le soleil est toujours haut, le puits est loin, la chaleur cruelle, la sueur ruisselle. Quelque temps après, le petit frère supplie sa sœur. « Sœurette, si tu savais comme j'ai soif, puis-je boire de l'eau dans cet étang ? » ?»« Attends un peu, petit frère, nous irons à un puits tout à l'heure. » Le soleil est toujours haut, le puits est loin, la chaleur cruelle, la sueur ruisselle. N'y tenant plus, « Ma sœur, j'ai soif, je vais boire. » Et il but dans l'étang. Et en un éclair, il se transforma en chevreau. La jeune fille s'assit dans l'herbe et pleura des larmes amères. Pleura longtemps. Et le petit chevreau gambadait autour d'elle comme si rien ne s'était passé. Mais pleurer n'est pas remède au malheur. La jeune fille se leva, noua sa ceinture de soie au cou du chevreau et l'amena comme ça avec elle. Ils s'en allèrent par les champs et les prés, par la longue route, par la vaste terre. Un jour que le chevreau gambadait en liberté, il entra par inadvertance dans les jardins du tsar. Sa sœur voulut le rattraper pour l'en empêcher, mais trop tard, les serviteurs du tsar les virent. De ce pas, ils coururent dire à leur maître qu'il y avait un chevreau dans ses jardins et avec le chevreau une jeune fille, si belle que ça ne peut se raconter. Alors le tsar voulut voir cette beauté de ses propres yeux. Il ordonna au serviteur de lui amener la jeune fille son chevreau. Une fois devant le tsar, la jeune fille lui conta tout ce qui s'était passé, sans rien lui cacher. Plus le tsar l'écoutait, plus il la regardait. Plus il la regardait, plus il la trouvait belle. Si bien qu'à la fin il lui dit : « Accepte-moi pour mari. Tu seras vêtu d'or, coiffé d'argent, et le chevreau vivra avec nous dans le contentement. » La jeune fille ne dit pas non.
Un grand festin fut donné pour célébrer leur mariage. Et les voilà, qui vivent tous trois ensemble. Le chevreau dans les jardins trottine, mange et boit avec le tsar et tsarine. Un jour que le tsar était parti à la chasse, une méchante sorcière s'introduit dans le palais et jeta un sort à la tsarine. La jeune femme tomba malade, maigrit, perdit ses couleurs. Quelques jours plus tard, la sorcière, déguisée en guérisseuse, se présenta en personne dans le palais du tsar. « Tu veux guérir, ma belle ?» dit-elle à la tsarine. « Va alors au bord de la rivière, à l'heure du crépuscule, et bois de son eau. » La tsarine obéit. À l'heure dite, elle se leva de son lit et alla au bord de la rivière. Mais la sorcière était là, cachée derrière un arbre. Elle empoigna la jeune femme, lui attacha une pierre autour du cou et la jeta dans la rivière. Puis, la sorcière prit l'apparence de la jeune femme. Comme la tsarine, elle se para et dans le palais, elle s'installa. Tout le monde s'y méprit. Même le tsar ne remarqua rien. Seulement, dans les jardins, les fleurs se sont fanées. Les arbres ont séché, l'herbe s'est flétrie. Et le chevreau, qui savait la vérité, ne mangeait plus, ne buvait plus. Il restait au bord de la rivière bleue, à pleurer, à appeler sa sœur bien-aimée. De le voir comme ça, la sorcière écuma de rage. Elle se mit à harceler le tsar. « Fais tuer ce chevreau, il m'agace. Je ne veux plus le voir. » Le tsar d'abord s'étonna de ces mots. Sa femme qui aimait tant ce chevreau, voilà qu'elle veut maintenant sa mort. Mais à force d'insister, la sorcière finit par lui arracher la permission de tuer le petit animal. Celui-ci avait tout entendu. Alors il demanda au tsar : « Sire, laissez-moi aller à la rivière, une seule fois, boire un peu de son eau. » Le tsar accorda cette dernière faveur. Et le chevreau courut vers le rivage. Il appela sa sœur en pleurant. « Ma sœur, du fond de l'eau, sors, viens sur le rivage. Les grands feux brûlent, font rage. L'eau dans les marmites bouillonne, les couteaux aiguisés sonnent. Ils sonnent ma dernière heure. » Du fond de l'eau, sa sœur lui répond. « Ah, mon petit, mon frère bien-aimé, la pierre pesante me retient au fond. Les herbes marines entravent mes pieds. Le serpent cruel mange mon cœur. » Le chevreau s'en alla en sanglotant. Vers la mi-journée, il demanda encore au tsar : « Sire, laissez-moi aller à la rivière, encore une fois, boire un peu de son eau. » Le tsar accorda encore cette faveur. Le chevreau retourna sur le rivage et appela sa sœur en pleurant. « Ma sœur, ma chère sœur, du fond de l'eau, sors, viens sur le rivage. Les grands feux brûlent, font rage. L'eau dans les marmites bouillonne, les couteaux aiguisés sonnent. Ils sonnent ma dernière heure. » Du fond de l'eau, sa sœur lui répond. « Ah, mon petit, mon frère bien-aimé, la pierre pesante me retient au fond. Les herbes marines entravent mes pieds. Le serpent cruel mange mon cœur. » Le chevreau revint à la maison en pleurant. Le soir venu, il demanda de nouveau au tsar : « Sire, laissez-moi aller à la rivière, une toute dernière fois, boire un peu de son eau. » Le tsar acquiesça, mais il se dit en lui-même : « Pourquoi ce chevreau court tout le temps au bord de la rivière ?» Et il le suivit sans se faire voir. Le chevreau s'approcha de la rivière et cria en pleurant : « Ma sœur, ma chère sœur, du fond de l'eau, sors, viens sur le rivage.
Les grands feux brûlent, font rage, l'eau dans les marmites bouillonne, les couteaux aiguisés sonnent, ils sonnent ma dernière heure. » Et le tsar entendit une voix qui répondit du fond des eaux. « Ah, mon petit, mon frère bien-aimé, la pierre pesante me retient au fond. Les herbes marines entravent mes pieds. Le serpent cruel mange mon cœur. Mais le chevreau appela encore et encore d'une voix déchirante. Et tout à coup, dans la surface de l'eau, sa sœur apparut. Le tsar se précipita vers sa femme, la saisit dans ses bras pour l'arracher des eaux profondes. Il la tira sur le rivage et ôta la pierre de son cou. Alors, sa femme lui raconta tout ce qui s'était passé. Et le petit chevreau était tellement content qu'il bondit 3 fois au-dessus de sa tête et dans un éclair redevint le petit garçon comme avant. En rentrant à la maison, ils virent les jardins refleuris, les arbres épanouis, l'herbe reverdie. La sorcière, le tsar, la fit brûler sur les mêmes feux qu'elle préparait pour le chevreau. Ses cendres furent jetées au vent pour que le souvenir en soit à jamais perdu. Et à partir de ce jour, ils ont tous vécu sans souci ni peine, dans la bonne entente et dans la joie. Voilà, le conte se termine ici. Découvrons maintenant ensemble ce que ce conte nous révèle. C'est un conte qu'on peut qualifier d'initiatique. Et on va regarder de plus près le parcours initiatique de l'héroïne principale de ce conte, la jeune femme, la sœur. En fait, il s'agit de sa véritable transformation. Ce conte est aussi, je dirais, un peu complexe, et on va essayer de démêler quelques fils. Alors déjà, commençons. La première chose que ce conte nous dévoile, c'est le mental et ses pièges. Et regardons comment commence le conte. Donc les enfants, le frère et la sœur travaillent dur dans les champs, en plein soleil, la chaleur est intenable et le petit frère a très soif. La première chose que va faire sa sœur, c'est de lui interdire de boire. Prends quand même quelques minutes pour comprendre ça. Elle est raisonnable. Et elle sait qu'il faut boire de l'eau dans un puits et pas dans un étang. Très bien. Le puits est loin, le frère a soif, mais le travail n'est pas fini, et donc on décale toujours un peu plus le moment pour se désaltérer. Alors en écoutant sa raison, son mental, la sœur va vouloir empêcher son petit frère de boire. Plus tard, attends encore un peu. En fait, la sœur refuse de reconnaître le besoin vital chez son frère qui est de boire, et par là même, elle se le refuse elle-même. Elle vit dans l'hégémonie de la raison. Ses besoins sont rejetés d'emblée parce que le travail n'est pas terminé, tu vois, par peur aussi peut-être d'une quelconque punition qui viendrait d'un pouvoir suprême. C'est là que le mental nous joue des tours, justement. C'est un peu ce côté judéo-chrétien, peut-être. Ne jamais céder à une pulsion, sinon on sera puni. Faire tout bien comme il faut, toujours, souffrir, endurer. Autrement dit, la sœur veut contrôler, enchaîner ses besoins vitaux, son côté animal. Trop raisonnable. Rien ne s'échappe ici. Tout est bien comme il faut. Tout est si raisonnable que la vie devient aseptisée et donc emprisonnée. Empoisonnée aussi. Le flot de la vie, tu vois, l'eau de l'étang est empoisonnée par le mental. Mais le petit frère n'en fait qu'à sa tête au final, donc il va... Le petit frère d'ailleurs, je précise, c'est notre enfant intérieur. C'est notre côté spontané, naturel, vivant. Et donc cet enfant intérieur, il va toujours s'évertuer à échapper à notre contrôle. Et le petit frère donc va faire quelque chose de très irraisonnable. Il va boire
de l'eau dans l'étang et il se transformera en petit chevreau. Cette eau empoisonnée va presque tout révéler. Elle va mettre à jour notre côté animal qu'on essaye de supprimer comme ça et qui en a marre de se contraindre. Il a soif, il boit, voilà. En d'autres termes encore, à force de vouloir contrôler, domestiquer son côté sauvage, son côté spontané, son enfant intérieur, il finit, lui, assoiffé, par échapper à notre contrôle. Échapper un peu, pas tout à fait, puisqu'il reste près de sa sœur, ce qui est très heureux d'ailleurs, parce qu'elle va avoir besoin de lui. Ok, donc arrive la rencontre avec le tsar. Là aussi c'est intéressant, il se marie bien vite, d'ailleurs. Ce qui est intéressant aussi, c'est quand le tsar lui propose de l'épouser. Le conte nous dit, elle n'a pas dit non. Tu vois, il ne nous dit pas, elle a accepté avec joie, avec les larmes aux yeux. Non, non, c'est intéressant de remarquer ça. Elle n'a pas dit non, elle n'a pas dit oui non plus. Elle n'a pas dit non parce que ça ne se fait pas tout simplement. Certaines règles et coutumes font qu'on ne dit pas non à une telle proposition. Et là, elle s'éloigne encore un peu plus de ses vraies envies et besoins. Alors je ne dis pas ici que le tsar n'est pas quelqu'un de bien. Il l'est certainement, et on le voit d'ailleurs. Ce que je dis, c'est qu'elle n'a même pas pris une minute pour considérer sa proposition. Et pas pris une minute pour s'interroger ce qu'elle veut vraiment elle. Voilà, une bonne fille. On est ici dans le syndrome de la bonne fille. On est beaucoup avec elle dans les « il faut ». Il faut s'adapter, il faut se conformer, il faut faire tout toujours bien et comme il se doit. Et c'est ce qu'elle fait. Et ils vivent comme ça, tous les trois, ensemble. Le petit chevreau mange avec le couple marié à table et tout va bien. On fait comme si rien ne s'était passé. Le tsar part chasser. Et bien sûr, en son absence, un malheur se produit et c'est toujours comme ça dans les contes de fées. Donc c'est là qu'on a besoin de la méchante sorcière. Elle va entrer en jeu. Tout est trop calme, tout est dans les faux semblants, on vit comme si c'était normal de manger à table avec un chevreau. Quelque chose est mis sous couvert ici, là on sent. Quelque chose doit changer. Donc elle arrive. Elle va secouer le cocotier. Là encore, elle va révéler, comme cette eau empoisonnée de l'étang, elle va révéler quelque chose. C'est comme on dit, s'il n'y a pas de méchant, il n'y a pas de conte de fées. Donc on a besoin de cette sorcière, de son intervention. Ok, donc elle arrive, elle jette un sort à la jeune femme, elle va la rendre malade. Et lui dit de se rendre à la rivière si la jeune femme veut guérir. La tsarine donc une fois encore obéit, une bonne fille. Elle fait ce qu'on lui dit de faire. Ce syndrome de la bonne fille l'amène jusqu'à la maladie en fait. Et aussi au fond de la rivière. Et il est capable de se rendre malade à force de faire toujours tout ce qu'on lui dit, tout comme il faut. Et elle se rend malade toute seule à force de faire semblant aussi pour convenir à quelque exigence et à ne pas s'écouter. On peut parler d'ailleurs d'un burn-out ici, sans forcément développer ce sujet, qui est un vaste sujet, mais on le touche là. Le burn-out arrive comme ça. Il y a un vrai conflit chez elle entre ce qu'elle est vraiment, son petit chevreau, son côté spontané, joyeux, et l'image qu'elle projette en société, l'épouse du tsar, ou la grande sœur, qui doit travailler dur dans les champs. Et lorsqu'on vit avec ce conflit, cet écart-là, il faut beaucoup d'énergie pour maintenir cet état, cette dichotomie. Et elle est d'ailleurs épuisée. Elle est au fond d'un lac avec une pierre qui lui écrase la poitrine. Cette pierre, c'est vraiment le symbole de ce conflit, cet écart qu'on maintient coûte que coûte. Il y a tellement plus d'énergie que plus rien ne circule ici. Même la nature en souffre. Écoute, dans les jardins, les fleurs se sont fanées, les arbres ont séché, l'herbe s'est flétrie. Mais alors par contre, lorsque cet écart diminue, lorsqu'on devient davantage qui nous sommes vraiment, un gros montant d'énergie se libère. Et on se sent revitalisé.
on regagne de l'énergie pour faire des choses utiles, plutôt que de gaspiller notre énergie à prétendre d'être quelqu'un d'autre. Par les choses utiles, j'entends créer, entreprendre, apprendre quelque chose de nouveau, vivre tout simplement, comme on l'entend. Alors que faut-il faire pour diminuer cet écart? Il faut arrêter de prétendre déjà, s'écouter, écouter et entendre la voix de son enfant intérieur, se connecter en fait à son côté animal, sauvage, instinctuel. Parce que c'est justement ce côté instinctuel, ce côté spontané, cet enfant qui va sauver la vie de la tsarine, pas le tsar. Si tu te souviens, il ne vient qu'après pour donner un coup de main. Et si on prend la terminologie jungienne ici, le tsar c'est l'animus de la jeune femme. Autrement dit, les forces masculines qui font partie de sa personnalité. Et elle en a besoin. Mais ces forces masculines ne peuvent pas faire tout le boulot. Regarde comment tout s'est passé. Je vais lire le conte. Enfin, le passage du conte. Le chevreau appela encore et encore d'une voix déchirante. Et tout à coup, dans la surface de l'eau, sa sœur apparut. Le tsar se précipita vers sa femme, la saisit dans ses bras pour l'arracher des eaux profondes. Ce qui va faire remonter la jeune femme à la surface de l'eau, c'est le cri déchirant du petit chevreau, le cri de son enfant intérieur. C'est lui qui va la sauver. Quand le petit chevreau appelle sa sœur et pleure près de la rivière, mais c'est notre enfant intérieur qui pleure, qui crie, qui supplie pour qu'on se réveille et pour qu'on sorte de nos propres pièges d'adultes, les pièges du mental, des « il faut », raisonnables, obéissant bien comme il faut. Si on entend et honore cet appel, alors on est sauvé. On arrête de prétendre, de s'imposer des choses, de se conformer au point de s'enchaîner comme ça au fond de la rivière et de se faire écraser la poitrine avec une pierre. D'ailleurs, on peut vraiment physiquement ressentir toutes ces choses-là. C'est très concret, hein. Et le conte le décrit bien, cette oppression, ce ressenti d'être enchaîné, entravé, ne pas avoir d'énergie vitale pour se relever. Si on honore cet appel de notre enfant intérieur, on commence à respirer et à vivre. Et lui, notre enfant intérieur, n'a plus besoin de prendre l'apparence animale pour nous rappeler que c'est aussi une part de nous. Le petit chevreau peut de nouveau devenir un petit enfant. La sorcière, elle a fait son job, elle peut partir en cendres. Et tout est bien, qui finit bien, comme on dit. Alors je te propose un exercice avec 4 questions. La première, dans quel moment de ta vie tu n'es pas vraiment toi-même? Tu joues un rôle, tu prétends d'être quelqu'un d'autre et tu sens que ça t'épuise. La deuxième question, dans quel domaine de ta vie tu fais tout bien comme il faut, ce qu'on attend de toi, sans forcément savoir si ça te fait plaisir ou pas. La troisième question, et qu'est-ce qui te fait plaisir dans la vie? De faire, d'être. Et la quatrième et dernière, quand tu es spontané, quand tu es toi-même, comment es-tu? Décris comment tu es. Relis-toi et savoure-le. Et je m'arrête là parce que, même s'il y aurait beaucoup à dire encore ici et à faire d'ailleurs, ce serait probablement trop profond pour un podcast. Si tu veux en parler, aller plus loin, tu peux me contacter directement via mon site ou sur les réseaux sociaux. Je remettrai ces questions dans les notes de l'épisode. Tu y trouveras aussi mon adresse email et les liens vers mes comptes LinkedIn et Instagram pour me contacter. Si tu as des questions ou des commentaires, n'hésite pas à me contacter. J'aime bien recevoir les questions et les feedbacks de mes auditeurs et je réponds toujours. Si tu veux aller plus loin et entamer un travail personnel avec moi, je te donne rendez-vous sur mon site internet lerefletdescontes.fr. Une séance de 30 minutes est offerte. On se retrouve dans 15 jours pour un nouveau conte et une nouvelle expérience sur le chemin de la connaissance de soi.
Si cet épisode t'a plu, n'hésite pas à le partager autour de toi. Ça aidera à faire connaître le podcast. N'oublie pas de t'abonner à ce podcast pour ne pas rater la sortie de nouveaux épisodes. Merci de m'avoir écouté. Je crois que les contes peuvent nous aider à devenir les créateurs de notre vie. Créer son conte, sa vision, c'est une étape essentielle pour prendre sa vie en main. Dans ce podcast, j'aimerais t'offrir des outils pour écrire ton conte à toi, celui qui te permettra de créer ton avenir. Car si tu ne le fais pas, qui le fera ? À très vite pour un conte.